Jusqu'à 13h30, on est avec vous et bien sûr j'accueille ma première et dernière invitée de Autour de midi. On parle science, de virus, mais surtout de collaboration et d'innovation. Du 5 au 7 novembre se tiendront à Yasmine Hammamet les troisièmes journées franco-maghrébines de virologie, un grand rendez-vous scientifique consacré à l'apport des nouvelles technologies en virologie humaine, animale et environnementale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la docteure Sandos Hadid Boubakr, maître de conférence en virologie à l'Institut Pasteur de Tunis, spécialiste prioritaire pour l'OMS, poliovirus SARS-CoV-2, responsable d'un groupe de recherche sur les virus cibles des programmes d'éradication et co-superviseur du laboratoire régional de référence OMS pour la poliomyélite. Elle est aussi membre élu du conseil de l'Université Tunis El Manar et secrétaire générale adjointe de la Société tunisienne de microbiologie. Ça fait beaucoup, mais vous allez voir. Docteur Hadid Boubakr, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie également pour cette invitation. Donc, comme vous venez de préciser, aujourd'hui nous allons parler un peu des troisièmes journées franco-maghrébines de virologie qui vont se tenir à Hammamet. Du 5 au 7, voilà. Alors, docteur Hadid, depuis le Covid, tout le monde se prend un peu pour un virologue. Hein. Vous, la vraie experte, ça vous fait sourire ou ça vous donne envie de mettre tout le monde en quarantaine? Mettre tout le monde en quarantaine, non, parce que ça va nuire énormément à l'économie et aussi à la psychologie des gens, donc c'est pas vraiment notre objectif. Mais je pense que le plus important, c'est de sensibiliser et de, il faut que tout le monde prenne conscience de la gravité de la chose, parce que le fait de s'improviser tout en n'étant pas spécialiste, ça ne peut que nuire. Oui. Donc, autant sensibiliser pour que la bonne information passe et que même les gens qui ne sont pas spécialistes aient un minimum de connaissances pour pouvoir, déjà, pour se protéger, pour protéger leur famille et pour aider au mieux au niveau de l'échelle sociétale. Voilà. Alors pour commencer, si vous pouvez nous rappeler la vocation de ces journées franco-maghrébines de virologie et ce que cette troisième édition apportera de nouveau. Voilà. Donc en fait, durant ces journées, on s'intéresse à un sujet d'actualité qui sont l'apport des nouvelles technologies en virologie, à savoir les technologies basées sur la biologie moléculaire, que ce soit par les approches syndromiques qui s'intéressent à la détection de plusieurs virus en même temps, de manière simultanée, de manière multiplexe. Ça facilite énormément le diagnostic parce que lorsqu'on a une étiologie et que nous avons des manifestations cliniques et que on n'arrive pas à identifier l'agent causal. Donc, au lieu de faire plusieurs techniques, disons, pour cibler chaque pathogène, autant utiliser une approche multiplexe pour pouvoir détecter les différents virus en même temps. Et puis, il y a également tout ce qui est nouvelle technologie de séquençage. Il y a eu vraiment une promotion importante de l'utilisation de ces technologies pour les virus avec la Covid et après la Covid, ce qui a permis à travers le monde d'équiper de nombreux laboratoires, également de former de nombreux chercheurs, scientifiques, médecins, vétérinaires, et tous les acteurs, disons en bioinformatique, parce que ces outils-là nécessitent non seulement une certaine expertise lors de la manipulation, ça nécessite un équipement qui est assez lourd et qui est assez cher avec le réactif et également une expertise en bioinformatique. Ouais. Donc voilà, ce congrès va mettre l'accent sur les différents travaux qui ont émergé suite à l'intégration de ces nouvelles technologies. Alors on va en parler, mais est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse par rapport au Covid justement, avec du recul, avec toutes ces années qui ont passé? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tant que vous êtes experte en virologie, est-ce que le vaccin s'est fait très vite? Est-ce que c'est normal que les laboratoires en 1 mois, 2 mois, 3 mois puissent sortir un vaccin alors que les vaccins, c'est supposé prendre beaucoup de... Ça passe par plusieurs étapes et par plusieurs années avant de sortir un vaccin. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que... Est-ce qu'on n'a pas été berné un peu, c'est ça que je veux dire?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une certaine expertise qui a été accumulée actuellement. Quand on parle de vaccins, c'est pas comme lorsque ça a été le cas durant les années 60, lors du développement du premier vaccin contre la polio, etc., où la communauté scientifique n'avait pas assez d'expérience et disons pas autant de technologie voilà aussi. autant de technologie pour faire le travail. Actuellement, il y a une certaine expérience qui s'est accumulée pour dire il y a beaucoup de virus, beaucoup de vaccins pardon qui ont été développés depuis le commencement des développements des vaccins. Et puis il y a plus de moyens également. Il y a plus de scientifiques qui s'intéressent à la virologie parce qu'il faut savoir que la virologie, c'est une science qui est relativement nouvelle également. Et donc, avec toute cette expérience et avec tous les moyens qui sont disponibles et aussi face à l'urgence qu'a causé la Covid, donc moi, je ne pense pas que on se permettrait d'utiliser de manière élargie des vaccins où il y a un soupçon, où il y a un doute. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas anti-vax alors? Non, pas du tout. Au contraire, il faut vacciner, le vacciner, bien sûr, parce que ça, de toute façon, nous avons deux moyens pour lutter contre les virus. C'est les antiviraux et les vaccins. Les antiviraux, c'est en traitement. Et comme vous savez, les virus, il y a un grand nombre de virus qui sont des virus à ARN et qui mutent énormément. Donc, lorsqu'on prend des antiviraux, on s'expose à la résistance. Donc, généralement, les antiviraux, on les utilise dans les cas vraiment sévères et en association pour éviter l'émergence de résistants. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est les vaccins. Et puis, nous avons assez d'expérience. Nous avons des vaccins qui marchent bien. D'ailleurs, le vaccin contre le poxvirus, il a permis d'éradiquer la variole. Pour la poliomyélite, actuellement, on approche également l'éradication, puisque le poliovirus n'existe plus dans le monde entier. Il est uniquement endémique dans deux pays, qui sont l'Afghanistan et le Pakistan. Et ce n'est pas à cause du vaccin. C'est d'autres facteurs qui en sont responsables. Le vaccin, il est parfaitement efficace. Et puis, il y a d'autres vaccins, également le vaccin contre l'hépatite B qui est efficace, etc. Donc, vous êtes quand même... Et heureusement qu'en Tunisie, nous avons un très bon calendrier vaccinal et nous essayons de maintenir la couverture vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un acquis pour la santé dans notre pays. Donc, nous devons préserver cet acquis-là. Voilà. Moi, je respecte beaucoup votre idée, en tout cas, mais il y a eu quand même beaucoup de recherches et beaucoup de plaintes au tribunal international avec Pfizer, il y a des vaccins qui ont quand même tué des gens. Et il faut quand même le dire. Enfin, je veux dire, les avis peuvent être partagés, docteur, mais il y a quand même des faits qui sont là et qu'il y a quand même des procédures judiciaires contre certains laboratoires. Il y a toujours des effets indésirables dans chaque traitement et dans chaque vaccin, même pour le vaccin. Je parlais bien de la Covid, je ne parlais pas des autres vaccins, bien sûr. Même les autres. Bien sûr, il y a toujours des effets indésirables, mais quand on fait le pour et le contre, on sauve plus de gens bien sûr, et c'est un nombre vraiment très minime, un tas de plaintes et des gens qui ont présenté soi-disant ces symptômes. Il faut vraiment prouver. Est-ce que ces symptômes sont réellement dus au vaccin? Moi, je rencontre des gens qui disent voilà, on n'a plus la même mémoire qu'on avait avant, on oublie des... Mais et tout le monde met ça sur le vaccin. Voilà, on vit dans une société où il y a beaucoup de stress. De psychose. Il y a un peu de tout. Donc vraiment, il faut prouver. On ne peut pas se permettre de dire que le vaccin est responsable de ça sans avoir de preuves scientifiques tangibles. Tout à fait. Et je respecte votre réponse, docteur. On revient, le thème de cette année, ça met en avant les nouvelles technologies. Quelle innovation bouleverse aujourd'hui la recherche et la surveillance en virologie? Bouleverse dans quel sens? C'est-à-dire, c'est surtout un apport positif pour la virologie. Bouleverse dans le sens positif, bien sûr. Oui, voilà, tout à fait. Puisque, comme je viens de dire, tout ce qui est les technologies multiplex, les PCR... L'intelligence artificielle aussi, j'imagine que ça a un rôle aussi. Oui, ça a un rôle, mais là, pour notre congrès, on s'intéresse surtout aux nouvelles technologies sur le plan technique. D'accord. D'accord. Donc, alors, vous intervenez sur le séquençage de nouvelles générations, le fameux Next Generation Sequencing.
sequencing. Tout à fait. En quoi cette technologie change-t-elle la donne pour le diagnostic et la lutte contre les virus? Tout à fait. Donc, en fait, il faut savoir qu'avant le Next Generation Sequencing, on faisait aussi du séquençage, mais c'était un séquençage qui est basé sur la méthode de Sanger, qui permet généralement d'obtenir des courtes séquences, des séquences partielles du génome. Et donc, on ciblait généralement des régions qui sont conservées ou, disons, qui peuvent répondre à notre question scientifique. Voilà, c'était un séquençage qui est limité en termes de débit et en termes de taille de séquence. Avec le séquençage de nouvelle génération, nous avons un séquençage de nouvelles technologies qui permettent d'obtenir un débit très important de séquences. Et donc, ça nous permet, ce qu'on dit, d'aller en profondeur. Donc, ça nous permet pas uniquement, par exemple, de séquencer le virus, ça nous permet de séquencer la population virale. Il faut savoir que, surtout dans le cas des infections, par exemple chroniques ou bien prolongées, il n'y a pas un seul virus en réalité qui existe chez cet individu. C'est une population virale de virus qui sont très rapprochés, qui ont émergé de pratiquement un nombre très réduit de virus initialement inoculés et qui s'est diversifié à l'intérieur de cet organisme infecté. Donc, l'utilisation des Next Generation Sequencing avec les différentes technologies qui existent actuellement permettent d'étudier cette diversité virale, ce qu'on appelle le virome. D'accord. Ça permet également, et ça c'est surtout été utilisé pour la surveillance, par exemple lors de la Covid, d'obtenir un génome entier de virus. Par exemple, pour le SARS-CoV-2, c'est un génome d'environ 30 kb. Donc 30 kb, ça fait 30 000 nucléotides. Et donc, on ne peut pas obtenir les 30 000 nucléotides lors d'une seule réaction de séquençage avec la technologie Sanger. Donc, avec le Next Generation Sequencing, partout dans le monde, donc, les efforts se sont multipliés pour le séquençage du génome entier. Pourquoi réaliser le séquençage du génome entier? Parce que ça nous permet de distinguer entre les variants et les sous-variants. Par exemple, si je vais parler du delta, donc le delta, c'est un variant du SARS-CoV-2. Le delta, il renferme environ 245 ou 250 sous-variants. C'est énorme, hein, quand même. Oui, oui. Donc, pour distinguer entre les sous-variants, il faut identifier les différentes mutations qui existent dans plusieurs régions du génome. Et donc là, nous avons besoin de faire le séquençage entier. Pour réellement identifier une souche virale ou un lineage, il faut faire un séquençage du génome entier pour pouvoir le suivre et voir la dynamique, la dynamique de circulation. Et sa mutation, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, l'évolution, sa progression dans le monde, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, et puis aussi comment il va évoluer, et éventuellement pour développer d'éventuels traitements et vaccins qui pourraient être spécifiques à ces variants qui sont prédominants dans une durée précise et une région précise, bien sûr. Voilà. Alors, docteur, ces journées rassemblent des chercheurs venus de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de France. Qu'est-ce que cette coopération scientifique régionale apporte de concret sur le terrain? Alors ça, c'est très enrichissant. Ça, c'est certain. Et ce n'est pas uniquement, nous n'allons pas uniquement recevoir des collaborateurs du Maroc, Algérie et France, mais nous avons également des orateurs mauritaniens qui vont également participer. Donc ceci va renforcer tout d'abord les échanges au niveau de la région, parce que surtout en domaine de virologie, on ne peut pas parler de lutte anti des virus, des épidémies à l'échelle d'une localité, d'un pays. Donc les virus, ça se propage partout. Et surtout le Nord-Afrique, le Maghreb, l'Algérie, nous avons d'énormes échanges avec l'Algérie. Les Algériens sont pratiquement c'est aussi des Tunisiens. C'est un peuple frère, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis les Marocains également, nous avons beaucoup d'échanges, de coopération sur toutes les échelles.
Avec la France également, nous avons ces échanges-là. C'est important, c'est important. Bien sûr. Et d'ailleurs, lors des études épidémiologiques et d'épidémiomoléculaire en virologie, les souches qui circulent en Tunisie, il y a une grande ressemblance avec les souches qui circulent en France, en Algérie, au Maroc. Nous avons souvent trouvé des associations à l'échelle génomique. Et donc, le fait de regrouper tous ces chercheurs, ça ne peut qu'aboutir donc à la création de nouveaux projets, de nouvelles collaborations, échange de connaissances et partage des connaissances. Donc c'est réellement une grande occasion pour nous et nous sommes très heureux que la Tunisie soit une terre de rencontre et qui accueille tout le monde, Marocains, Algériens, etc. Alors vous travaillez sur les virus cibles des programmes d'éradication et d'élimination. Où en sommes-nous, docteur, aujourd'hui, notamment avec la poliomyélite? Voilà, donc en fait, je suis membre du laboratoire de virologie clinique, qui est un laboratoire qui agit en tant que laboratoire de référence OMS à l'échelle régionale, à l'échelle de l'EMRO, pour la poliomyélite et aussi pour la rougeole et la rubéole. Et nous sommes également un laboratoire référent pour d'autres virus à l'échelle nationale, comme les arboviroses, les hépatites, etc. Et nous avons énormément contribué lors de du SARS-CoV-2, lors de la pandémie par la Covid, pour donc, le diagnostic et la surveillance. Donc ça, c'est votre mission au quotidien? Ça, c'est la mission au quotidien du laboratoire. Et au niveau du laboratoire, nous avons des chercheurs et des médecins et aussi des pharmaciens qui sont spécialisés en poliovirus, en virus rougeole rubéole, une autre équipe qui travaille sur les arbovirus, les hépatites, etc. Donc moi, je supervise avec professeur Endati, qui est notre chef de service, la supervision donc, de l'activité contre la polio. Donc j'ai de bonnes nouvelles en ce qui concerne la polio, voilà. Parce que donc, le dernier virus poliomyélitique sauvage, de type sauvage, a été détecté en Tunisie en 1992. Ça fait un bout de temps. Oui, voilà. Donc ça fait plus qu'une trentaine d'années que nous n'avons plus de poliovirus sauvage en Tunisie. Donc ce qu'on détecte parfois, c'est ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on fait la surveillance des cas de suspects de paralysie flasque aiguë. Et aussi, depuis 2021, nous surveillons les patients atteints d'immunodéficience primaire qui sont susceptibles de présenter une excrétion prolongée de poliovirus si jamais ils sont atteints par ce virus-là. D'accord. Voilà. Donc, depuis 92 ou 94, il y a eu une circulation silencieuse, une détection d'une souche silencieuse sans cas paralytique. Depuis cette date, il n'y a plus, comme je viens de dire, de polio sauvage. Les quelques cas détectés sont des souches qui sont associées au vaccin, parce qu'il faut savoir que le vaccin que nous utilisons en Tunisie et qui est recommandé par l'OMS pour l'éradication de la polio, c'est le vaccin poliomyélitique oral. C'est un vaccin qui est vivant et atténué et qui peut avoir qui peut, disons, acquérir quelques mutations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on détecte une souche, généralement les souches qu'on détecte en Tunisie sont des souches qui sont très rapprochées de la souche vaccinale, qui ne présentent pas de mutation. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ceci grâce, en effet, il faut le dire, bien sûr, grâce à la vaccination et au maintien d'une couverture vaccinale élevée dans notre pays. Donc il faut vacciner et continuer à vacciner. Voilà. Alors, docteur, vous avez vécu, comme tous les virologues, une période intense avec la pandémie de Covid-19. Si vous deviez résumer ce que cette crise a changé durablement dans votre métier ou votre regard sur la virologie, que diriez-vous? Voilà, donc c'était très intense. C'était vraiment challenging parce qu'on ne comptait pas les heures pour travailler. C'était une période vraiment très dure et on s'est donné corps et âme pour satisfaire la demande et pour être à la hauteur. Moi, je suis assez contente du rendement qu'on a fait au niveau de notre laboratoire et également de l'apport scientifique que nous avons réalisé
parce que durant une période très courte, nous avons appris, en fait, avec tout le monde, parce que le SARS-CoV-2, on ne connaissait pas. C'était un nouveau virus qui a émergé. On connaît un peu les coronavirus. Il y a des laboratoires qui sont spécialisés en coronavirus. Mais nous, dans notre laboratoire, on n'a pas travaillé sur les coronas avant, donc nous avons appris. Sur le tas. Sur le tas. Nous avons tout appris. Le virus, les méthodes de diagnostic. Nous avons installé les méthodes de diagnostic. Il y avait les nouvelles technologies de séquençage également. Nous avons appris. On s'est formé. En même temps, on faisait le diagnostic, on se formait. On a monté des projets et des collaborations parce que nous étions sollicités par le réseau Pasteur, par les collègues au niveau du CDC Africa, par beaucoup de collègues, avec des collègues italiens. Donc nous avons monté pas mal de projets et nous avons donné un apport, un certain nombre de publications qui a émergé, qui était le fruit de ce travail. Donc nous avons collaboré avec des bioinformaticiens. J'ai même collaboré avec des chercheurs en signalisation. Nous avons travaillé sur les enfants. Plusieurs articles ont été publiés. Nous avons travaillé chez la femme enceinte. Et nous avons également décrit les différents variants qui ont circulé en Tunisie. Donc voilà, c'est une grande expérience. Entre nous, docteur, est-ce que parfois vous vous surprenez encore à traquer le SARS-CoV-2 dans vos analyses quotidiennes? Je continue encore, ça c'est certain. En fait, j'ai une étudiante qui va, j'espère, soutenir sa thèse bientôt, qui a travaillé sur le SARS-CoV-2 chez les enfants. Elle a publié pas mal d'articles, je suis très contente du travail qu'elle a réalisé. Et bien sûr, on est souvent sollicité à part une petite question. Même si nous ne sommes pas de référence pour les maladies respiratoires, mais bien sûr, on continue toujours à regarder de près ce virus. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a un Covid, pourquoi pas ne pas faire un prélèvement? Ça donne envie. Oui, il faut faire un prélèvement, il faut chercher la séquence, etc. On ne peut pas s'empêcher. C'est normal. Alors, ces journées ont aussi une dimension pédagogique et de transmission. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes chercheurs du Maghreb? Voilà. Moi, c'est toujours la persévérance et le travail. Ce sont vraiment deux valeurs, moi, personnellement, dans ma vie. J'essaye de transmettre ça à mes enfants, à mes étudiants, à mes proches et bien sûr à tous les chercheurs maghrébins. Malgré les difficultés, donc notre région, malheureusement, pour la Tunisie, c'est un low middle income country. La Libye, il y a beaucoup de difficultés aussi. L'Algérie et le Maroc, il y a également beaucoup de challenges. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut persévérer. Bien sûr. Pour notre bien, pour le bien de notre population, parce que les virus, ils sont là, ils nous traquent. Et ce n'est pas uniquement en virologie, il faut continuer à lutter, à travailler dans tous les domaines. Enfin, si vous deviez résumer en une phrase l'esprit de ces journées, ce serait laquelle? Alors, l'esprit de ces journées, c'est une journée collaborative, innovante, très intéressante. Et très enrichissante également. Alors, docteur, est-ce que le professeur Raoul sera présent? Oh là, il est le bienvenu. Qu'est-ce que vous pensez de lui, docteur? Le professeur Raoult, avec tout ce qu'il dit. C'est un grand monsieur qui a beaucoup Vous avez du respect pour ce monsieur? C'est un grand professeur? Écoutez, moi j'ai du respect pour toutes les personnes qui donnent un plus, que ce soit en virologie ou bien dans un autre domaine. Est-ce que vous le voyez comme un grand professeur de virologie? Mais bien sûr, il a découvert les virus géants. C'est son équipe qui a découvert les virus géants. Ils ont justement utilisé ces nouvelles technologies pour détecter les virus, les virus géants. Il a travaillé un peu, je pense qu'il a travaillé de la bactério, etc. Il a une équipe de bactériologistes et une équipe de virologistes, donc bien sûr.
Et puis, personne n'est parfait. Ça, c'est sûr. Voilà. On est tous humains à la fin, ça c'est vrai. Voilà, tout à fait. Mais, quand vous écoutez les gens qui critiquent ou les anti-vax qui sont Oh là là. sur le professeur Raoult, parce qu'au début il a été sollicité par la présidence de la République française, le président l'a rendu visite à Marseille, etc. Et après ils l'ont comme, entre guillemets, je mets ça, entre guillemets, ils l'ont comme jeté à la poubelle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres comment dire, d'autres complots, si je peux dire ça aussi, sur tout ce qui est Covid. Vous pensez que le professeur Raoult n'aurait pas dû subir ce qu'il a subi? Oh, comme vous dites, et je redis la phrase entre guillemets. Entre guillemets, bien sûr. Voilà. Donc, on ne peut pas jeter un scientifique, voilà, un chercheur dans la poubelle. Ah, parce que il s'impose du fait de ses écrits et de son apport. Et même si il y a eu une certaine réaction momentanée contre lui, avec du recul, lorsqu'on voit la masse des travaux et la qualité des travaux qui ont émergé de son laboratoire, on ne peut qu'avoir du respect. Tout à fait. Donc, voilà. Moi, je voulais juste avoir votre son de cloche par rapport au professeur Raoult. Alors, avant de vous laisser repartir, docteur Khaled Boubacar, un petit jeu rapide. Je vous donne une série d'expressions. À vous de me dire si elles ont vraiment existé pendant la période Covid ou si je les ai complètement inventées. Le pass vaccinal, ça a existé, on est d'accord. La quatorzaine. La quatorzaine, c'est la quarantaine. Mais bon, il y avait les 14 jours, oui, ça a existé. Oui. Le coronapéro. Alors, moi j'en ai entendu beaucoup de mots qui commencent par coro et qui se terminent par je ne sais quoi. Il y a même des thèses où t'as des gens qui ne sont pas spécialistes, qui ont inventé de nouveaux noms de famille pour les coronavirus. Donc il y a un peu de tout, voilà. Le masque thermique intelligent. Le masque thermique intelligent? Non, ça j'ai pas vu. Le variant pizza. Peut-être dans le futur. Alors, je vais vous donner aussi quelques noms de virus. Certains sont bien réels, d'autres totalement inventés. À vous, docteur Khaled, de me dire s'ils existent vraiment ou si je viens de les inventer. Le virus du Nil occidental. Bien sûr. Le virus Chapar. Chapar? Non, je connais pas. Le virus domino. Domino? Ben oui, c'est pas vraiment un vrai virus, mais ça doit être une manie de faire du domino, ça doit être ça. Le virus Usutu. Usutu, oui. Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est un arbovirus. On ne connaît pas. Ce sont des virus qui sont transmis par les arthropodes. C'était d'ailleurs le cours de ce matin avec mes étudiants. Là, j'ai pris les devants. Donc, c'est pas une famille, c'est un groupe de virus qui ont la caractéristique commune d'être transmis par des arthropodes. Donc, le virus West Nile, le virus Usutu, le virus de la dengue. Le virus de l'encéphalite japonaise, le toscanavirus, etc. Voilà. Alors, il y a le virus Samba. Oui. C'est quoi comme virus? C'est un virus. Bon, je ne suis pas spécialiste. Ah, vous ne connaissez pas? Non, je connais, mais je ne suis pas spécialiste de ce virus. Voilà. Quels sont les virus les plus courants, enfin, en Tunisie peut-être Les virus courants, généralement, ce sont les virus qui sont résistants. Et qui peuvent être transmis aussi bien par voie directe entre les individus infectés que par voie indirecte, que ce soit par main portée, par l'alimentation ou bien tout simplement par les objets communs, etc. Comme par exemple les entérovirus, les adénovirus. Voilà, donc ce sont des virus qui sont ubiquitaires, qu'on va trouver dans l'environnement, qui vont résister à des pH élevés et à des conditions environnementales particulières. Et ils ont aussi la capacité de se transmettre facilement entre les individus et de causer une grande variété de pathologies. Voilà. Eh bien, c'est dans le monde entier d'ailleurs, c'est pas uniquement en Tunisie. Eh bien voilà, on aura compris que face au virus, la science ne dort jamais et que derrière chaque échantillon, chaque séquence génétique, il y a des chercheurs et des chercheuses comme vous, Dr Sounz Khaled Boubacar, qui veillent, analysent et anticipent pour que le monde
demain soit un peu plus près que la dernière fois. Les troisièmes journées franco-maghrébines de virologie, c'est du 5 au 7 novembre à Yasmine Hamamet. 3 jours de partage, de recherche et d'innovation entre Tunis, Alger, Casa et Paris. Merci d'avoir été avec nous et surtout merci de garder la tête froide pendant que le reste du monde prend sa température. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour le partage des informations. Donc, je suis vraiment ravie d'être sur la plus belle des radios. Merci beaucoup. Restez avec nous, il est 11h40. Tout de suite, Purple Rain, le mode reggae version, la version reggae de Purple Rain. Et il y aura aussi I'll Always Only Love You, la version soul and... c'est soul et jazz aussi de Whitney Houston. Vraiment deux morceaux que j'aime beaucoup. On les écoute et on revient en direct du studio 10 de RTCI.